Hello, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Travail et moi. Cet épisode est le premier d'une série consacrée au burn-out. On dit beaucoup de choses sur le burn-out, tout et son contraire. Qu'on peut s'en sortir avec des vacances et du repos, que c'est un signe de faiblesse. Pour en parler, j'ai choisi d'inviter à témoigner des personnes ayant traversé un burn-out et aussi une experte psychologue du travail. Dans ce premier épisode de la série, Camille partage son expérience. La surcharge de travail, l'hyper-engagement, l'épuisement puis la découverte de son TDAH et son choix d'explorer une autre activité avec la création de son podcast Les Oubliés, dans lequel elle présente les femmes oubliées de l'histoire. Je suis Sarah, coach et consultante de carrière. J'accompagne dans leurs projets les femmes qui veulent réussir selon leurs propres termes. Et si on parle de burn-out aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de mes clientes viennent me voir après un burn-out. Comme toujours, n'oublie pas de liker, partager, commenter pour soutenir Travail et moi. C'est parti! Aujourd'hui, je reçois à mon micro Camille. Bonjour Camille, Bonjour Sarah. comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi? Écoute, ça va. L'automne s'est abattu subitement sur Amsterdam. On avait 28 degrés dimanche, on a 18 degrés aujourd'hui. Ça fait un peu mal. Ah ouais. Non, bah pourtant moi je suis en Normandie, le pays de la pluie, et il fait très beau aujourd'hui, donc j'ai de la chance. Ok, eh ben écoute, c'est super. Alors, Camille, pour donner un peu de contexte, on s'est rencontrés dans la communauté qui s'appelle la Colo, qui est une communauté de podcasteurs et de podcastrices qui a été créée par Priscilla Gore. Et toi, tu es donc la créatrice du podcast qui s'appelle Les Oubliés. Alors, en guise d'introduction, un petit peu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce podcast? Oui, alors moi j'ai créé du coup le podcast Les Oubliés, qui est un podcast où je raconte l'histoire de ces femmes qui ont façonné l'histoire avec un grand H. Et tout simplement parce qu'un jour je me suis rendu compte qu'on racontait pas trop leur histoire ou que je me reconnaissais pas trop dedans et que c'était un peu toujours les mêmes prénoms qui ressortaient. Et je me suis dit, bah, plus que personne n'en parle, bah, pourquoi pas le faire finalement? Et c'est comme ça que tout a commencé. Et aujourd'hui, bah, j'aime beaucoup ce projet, il m'apporte beaucoup. Et du coup, j'espère pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Ok. Et la première question, au-delà de nous parler de ton podcast, qui est en effet super et qui, on va dire, d'utilité publique, c'était la première question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce qui te donne la pêche aujourd'hui? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui me donne la pêche? Ce qui pourrait me donner la pêche, déjà, je pense que bah, ce podcast, ce projet en soi, il me donne beaucoup de sens. Il me motive beaucoup à faire des choses parce que j'aime beaucoup créer des choses en général, apprendre de nouvelles choses. Donc, il englobe plein de choses que j'adore faire. Et ensuite, qu'est-ce qui me donne la pêche? Bah, c'est passer du temps qualitatif avec les personnes que j'aime. C'est cliché, mais voilà. Et mon jardin, parce que je viens de déménager, j'ai enfin un jardin. Et j'avoue que ça fait beaucoup de bien. Et qu'est-ce que tu fais dans ce jardin? Est-ce que tu plantes plutôt genre potager, plutôt genre fleurs, ou est-ce que tu plantes pas et tu profites de l'observer se développer tranquillement? Alors, vu que j'ai juste d'emménager et que j'ai eu pas mal d'achats, pour l'instant, j'avoue que je restreins pas mal tout ce qui est potager, etc. Mais j'ai pour but de faire un petit potager. Et oui, je pense que c'est beaucoup la contemplation, pouvoir profiter du soleil, se mettre en extérieur. Du coup, maintenant, je travaille beaucoup en extérieur aussi. Je prends mon ordi et tout. Et ça fait du bien. Parce que j'étais en appartement pendant très longtemps et ne pas pouvoir respirer plein centre-ville en plus. Donc là, c'est vraiment deux salles, deux ambiances et ça ressource beaucoup. Ça fait énormément de bien. Hmm, ok. Et donc Camille, je t'ai invitée dans Travail et moi parce que justement dans la colo dont je parlais au début, j'avais lancé un appel en disant je voudrais faire une série d'épisodes sur le burn-out. Et à ce moment-là, tu m'as dit, bah écoute, moi, a priori, je veux bien témoigner. Et donc, c'est aussi pour ça que je te posais la question sur ce qui te donnait la pêche aujourd'hui, parce que bah, le burn-out, c'est justement une totale déplétion d'énergie et d'envie et de motivation. Et du coup, toi, à travers à la fois le podcast et puis ce que tu nous décris de ton contexte de vie, en fait, tu sembles avoir retrouvé
une forme d'équilibre, on va dire, en tout cas, on le perçoit un petit peu comme ça. Est-ce que bah, tu peux nous parler justement de cet épisode du burn-out? Comment ça s'est passé pour toi et comment tu l'as vécu? Ouais, alors, déjà de base, moi je travaille dans la tech et je suis. Alors j'ai plusieurs casquettes dans mon métier, mais principalement en tant que UX designer, UX researcher. Donc je vais essayer de vulgariser ça, mais c'est un peu. Si je prends les architectes, souvent on se parle beaucoup. Je suis un peu celui qui va faire les blueprints, quoi, tous les schémas de savoir pourquoi on va faire une cuisine très grande, parce que la personne, elle aime cuisiner, par exemple. C'est ça. Donc, je designais des logiciels, surtout. Donc, je faisais du B2B. Et en fait, bah, au début, c'était super. Il y avait beaucoup de boulot. Donc, pas à se plaindre. Mais en fait, vu que c'était un peu un nouveau métier, il y a beaucoup de gens qui embauchaient quelqu'un comme moi juste parce que c'était un peu tendance, finalement. On entendait beaucoup à la Silicon ou des choses comme ça que bah voilà, il fallait des UI, des UX, des product designers. Et en fait, on m'a souvent embauché sans savoir ce que j'allais faire finalement comme rendu, comme livrable, et aussi comment j'allais procéder pour faire mes tâches. Donc au début, c'était pas trop un souci, mais avec le temps, c'est un peu fatigant d'à chaque fois changer d'entreprise et parce que je faisais des missions plutôt courtes en général, j'étais freelance, de rentrer dans une entreprise, de voir tout remettre en cause le process pour que moi je puisse faire mon métier parce qu'il n'y avait pas de temps à louer pour moi. Finalement, on attendait juste qu'à ce que je fasse des maquettes toute seule dans mon coin et c'était pas du tout comme ça que ça marche. Et aussi parce qu'il y a ce petit côté design, beaucoup de gens pensent qu'ils ont leur avis à dire sur ce que je fais et c'est assez fatigant. Donc voilà, il y a Jean-Michel qui va dire ma couleur préférée c'est le rouge, donc je veux que tous les boutons soient rouges et on a beau lui expliquer par A plus B que c'est pas accessible ou lui donner des études, faire des tests avec les utilisateurs, lui dire bah, tu vois bien que ça marche pas. C'est bah, lui l'employeur, c'est lui le supérieur, donc on va quand même mettre du rouge par exemple, alors qu'on va en discuter pendant des mois. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est un peu déjà un niveau de frustration global autour de mon métier. Et il y a eu un moment donné où j'ai travaillé pour une entreprise où là, bah, tout a explosé, si je peux dire. Il y a eu vraiment, comment dire, il y a eu beaucoup de choses qui se sont additionnées, forcément, qui ont fait que j'ai fait mon burn-out. Donc, déjà, la principale et un peu la plus cliché, c'est que j'étais à un poste toute seule, là où il aurait fallu deux, voire trois personnes. Donc, charge de travail très lourde. En plus, j'étais transversale sur plusieurs équipes, donc beaucoup d'allers-retours, beaucoup de gens qui me tirent le bras en disant là, j'ai besoin de toi de toute urgence, etc. Je pense que le management n'était pas très bien organisé aussi pour gérer en tout cas des personnes transversales comme moi. Donc c'était très compliqué de gérer les plannings de chaque équipe. Et en plus, il y avait des travaux très ambitieux à faire et il n'y avait pas vraiment eu de vrais designers avant moi. Donc il y a beaucoup de process qui étaient inconnus pour eux. Euh, donc s'ajoute à ça le fait que on va beaucoup me demander des choses en dernière minute sous urgence parce que eux aussi avaient des problématiques d'urgence constantes en fait. Donc c'était tout le temps du travail d'urgence et du coup on peut pas faire quelque chose de qualitatif sous l'urgence. Et en fait c'était que on répare, euh, mais vraiment réparer, c'est-à-dire que mon évier il fuit, je vais juste remplacer le seau d'eau sous l'évier, je vais pas réparer la plomberie. Du coup, c'est très très frustrant aussi de mon côté de ne pas pouvoir faire quelque chose de qualitatif, quoi, auquel je suis fière de moi finalement, parce que tout est frustrant. Aucune reconnaissance aussi. Du coup, on va me faire, je demande pas non plus des éloges, mais juste un merci. Parfois, c'est sympa. Et ça, absolument à aucun moment. Il y a eu même d'ailleurs plusieurs fois des petites remarques un peu déplacées qui ont fait un peu mal. Et bah voilà. Et surtout, bah, cette charge de travail qui était immense et très très angoissante. Du coup, ce qui fait que petit à petit, le soir, en rentrant du taf, bah, je me mettais à réfléchir sur comment je vais faire demain pour alléger ma journée finalement. Donc, je travaillais encore en me disant, bah, si je travaille un peu ce soir, bah, ma journée de demain sera plus light finalement et je pourrai enfin me reposer.
Sauf que c'est tout le temps comme ça. Donc finalement, même le week-end, donc je commence à ne plus avoir de vie sociale. Le travail prend tout mon esprit. Le soir, on me coucher, tout ça, c'est vraiment très très angoissant. Et en fait, quand on est dedans, on le voit, on s'en aperçoit même pas en fait parce que ça nous submerge un peu. Alors, il y a quand même des petits trucs qui je ressentais, et donc j'ai quand même tiré un peu l'alarme. Je suis allée voir mes supérieurs, les managers, les RH, et j'aurais demandé un peu si c'était possible d'engager quelqu'un, même si c'est sur court terme, ou au moins de voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ma charge soit moins importante. Et on m'a gentiment reconduite. J'avais commencé même à faire un peu moi-même de mon temps libre. Du coup, chercher des gens que je pourrais embaucher, que ce soit des stagiaires, des personnes en reconversion Pôle emploi, ce travail du coup aujourd'hui. Et malgré tout, non, pas du tout intéressée. Pas les moyens, ce que j'entends. Mais du coup, j'étais en mode, peut-être qu'il faudrait qu'on retravaille un peu tout le process parce que c'est pas tenable sur la longueur. Et j'avais dit que moi, je pourrais pas tenir sur la longueur comme ça, c'était sûr. Et toujours petit à petit, ça continue parce que quand bien même je suis travailleuse, j'essaie de faire de mon mieux. En plus, je suis ce qu'on appelle une people pleaser, c'est-à-dire que je ne sais pas dire non. Euh, j'ai un peu appris avec cette expérience du coup, mais pas totalement non plus. C'est trop ancré en moi. Mais du coup, voilà, si on vient me voir avec une grosse urgence, même si je suis débordée, je vais essayer de dire, je vais voir ce que je peux faire, je vais faire de mon mieux. Et bon, je te promets rien, mais je vais voir ce que je peux faire. Et donc, petit à petit, c'est installé beaucoup d'angoisse et je me suis un peu transformée. Je me suis devenue un peu plus aigrie, un peu plus méchante au travail, beaucoup moins patiente. Euh, Envers moi-même aussi. Je commençais à être énervée parce que je voyais aussi que j'arrivais être moins productive que quand je suis arrivée. C'était très frustrant. J'ai commencé à être un peu méchante envers moi-même, en mode secoue-toi, tu vois bien que là, c'est pour ça que tu es à la bourre, etc. Euh, j'ai quand même des collègues de travail très sympas qui m'ont dit, Camille, il va falloir faire quelque chose là parce qu'on te reconnaît plus, on sent que ça va pas. Du coup, c'est un peu dommage. Du coup, on m'a dit, prends des vacances. Mais c'était inimaginable pour moi parce que déjà, toute seule, je suis submergée. Et en plus, je me dis, si je prends des vacances, ça va être des jours que je vais devoir rattraper après. Donc, c'est l'idée même de vacances me donnait encore plus d'anxiété qu'autre chose. Donc, au début, on se dit, ah, c'est bientôt la fin du projet, après, ça va, on va pouvoir souffler, ou c'est bientôt les vacances. Mais en fait, vu que j'étais sur plusieurs équipes, ok, une équipe était bientôt à la fin du projet, mais une fois que le projet est fini, l'autre aussi, il est dans son rush de finale. Donc, ça alternait. Et j'avais jamais de moment de répit. J'étais vraiment tout le temps, un peu sur le qui-vive et sur la production assez intense. Et donc là, je commence du coup en effet à ne plus avoir de vie sociale en dehors du travail. Et autre chose qui va vraiment être un peu l'élément déclencheur pour moi, c'est la fatigue. Une fatigue énorme, c'est-à-dire que j'avais la chance quand même d'avoir pas mal de télétravail avec ce job-là. Donc le matin, on va dire, si je commençais à 9h, je me levais à 8h50, 55. Entre midi et 2, je me faisais une sieste pendant toute la durée de ma pause midi. Et le soir, une fois que le job est fini, c'est de nouveau sieste. On se lève pour manger. Peut-être qu'on regarde un, deux, trois trucs sur la télé et après on va se coucher. Donc vraiment, j'étais fatiguée. Alors au début, on se dit, bon, on va se reposer bien ce week-end ou quoi, mais malgré tout, ça reste et ça a même empiré. Du coup, là, je commençais à m'endormir sur mon bureau, assise sur ma chaise de travail, et je me disais, oula, là, quand même, ça craint parce que malgré le fait que je dorme énormément, je n'arrive pas à tenir une journée normale. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre rendez-vous chez le médecin, un peu tardivement, mais on y va. Euh, donc, je préviens pas mon entreprise au début de ce rendez-vous chez le médecin. Je me rappelle encore, c'était un jeudi, jeudi entre midi et deux. Et le médecin m'a dit tout de suite, on s'arrête. Là, tu prends, déjà dans un premier temps, tu prends 2 semaines où tu vas juste dormir et rien faire d'autre. Tu fais pas de plan, tu fais rien du tout. Là, tu envoies tout de suite en rentrant l'arrêt à ton entreprise et voilà. Et ils n'ont pas le droit de te contacter. Oh, pardon. Ils n'ont pas le droit de te contacter. Euh, Tu te reposes. Tu dors, tu dors, tu dors. Du coup, tout de suite en sortant du rendez-vous, j'envoie en effet l'arrêt, et qui était de 2 semaines, je sais plus si je l'ai dit, mais
et je dors. Et mais du coup aussi, ce qui m'a fait rire, c'est que le lendemain midi déjà, j'ai des collègues de travail qui me disent que l'entreprise cherche déjà quelqu'un pour me remplacer. Parce qu'ils ont capté, je pense qu'ils sont pas bêtes, que je vais pas rentrer tout de suite. Mais ça m'a fait un peu rire parce que c'était pour montrer un peu aussi l'urgence du fait qu'il fallait qu'il y ait tout le temps quelqu'un à ma place. Et ça a pas loupé, le mardi d'après, je crois qu'il y avait déjà quelqu'un qui m'avait remplacé. Donc voilà, donc pendant 2 semaines, vraiment, je dors énormément. Ça m'a fait du bien, mais ça m'a beaucoup énervé aussi, parce que ne rien faire à part dormir, c'est excessivement frustrant. Surtout que bah voilà, je suis comme beaucoup de personnes, je pense aujourd'hui dans la magnifique société capitaliste dans laquelle on est, j'avais cette valeur très inconsciente de je n'ai de valeur que ce que je produis finalement. Déjà, c'est ce qui m'a poussée à faire ce burn-out, j'en suis sûre. Et du coup, le fait de ne plus pouvoir rien produire, même se faire à manger, donc j'avais la chance d'avoir un compagnon qui m'a beaucoup épaulée à ce moment-là, parce que sinon, je pense que j'aurais tout flingué en Uber Eats et paquet de céréales. Mais ouais, c'était très très dur. Et du coup, bah, au bout de 2 semaines, il n'y avait pas vraiment une grande amélioration. Donc je retourne voir le médecin et pareil, il me rarrête. Et bon, la fatigue commence à passer, mais il faut que je fasse quelque chose concrètement. Parce que, ok, j'arrive pas à sortir, je galère à prendre soin de moi, etc. Mais rester les bras croisés juste devant la télé et tout, c'est pas une vie pour moi. Donc je commence un atelier créatif qui a un peu bouleversé beaucoup de gens à un moment donné, c'est le crochet. C'est ironique. C'est un peu marrant, mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de pouvoir concrètement produire quelque chose de mes mains à partir de juste un fil notamment. En plus, la courbe d'amélioration est très très satisfaisante, c'est très facile à apprendre, c'est très facile de faire des choses assez complexes assez vite. Et donc je suis un peu tombée dans une spirale là-dedans où je n'ai fait que ça pendant presque une semaine et demie. Et alors en parallèle aussi, euh, quelques mois plus tôt, j'avais des entreprises qui m'avaient essayé de me recruter sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai passé des entretiens avec eux et j'ai été prise directe. Donc, en rentrant de mon arrêt, j'ai posé ma démission. Donc, même, j'ai réussi à avoir une rupture co. Donc, ils ont quand même pas mal négocié pour que je reste, mais j'aurais dit que c'était hors de question. Parce que, aussi, à noter que j'étais vraiment sous-payée par rapport à mon métier, mon ancienneté, etc. Donc, ça aide pas aussi de vouloir se mettre mentalement très mal pour pas être bien payé derrière. Et voilà. Donc là, comme je ne prenais jamais de vacances, puisque j'avais peur de prendre des vacances, ils m'ont quand même essayé de négocier pour que je prenne toutes mes vacances pour pas qu'ils aient à me payer cela. Donc ça m'allait aussi parce que je me suis dit, j'ai pas envie de faire un jour de plus là-bas. Donc j'ai posé toutes mes vacances jusqu'à ce que j'arrive voilà, à la fin du préavis. Et après, bah, du coup, l'autre entreprise m'avait fait une promesse d'embauche où je devais commencer en janvier. Finalement, ça a commencé en février, mais du coup, c'est bien, ça m'a donné bah, un mois de chômage où j'ai pu aussi me reposer encore plus. J'ai eu quand même beaucoup, beaucoup d'appréhension de reprendre le travail. Ça m'a fait énormément stresser. Euh, J'avais peur parce qu'aussi, ça. En fait, il y a eu des paroles qui ont été dites pendant mon ancien job qui a un peu détruit ma confiance en moi aussi. Donc, je me sentais plus capable de rien faire. Comme je disais, moi-même, je voyais que j'arrivais plus à produire à niveau. J'appréhendais de me vendre, de devoir refaire, proposer des choses que j'étais même plus sûre de pouvoir réaliser. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que chance et pas chance, j'ai eu vraiment un boulot super, mais dans une boîte où le niveau était très élevé. Et donc déjà, c'était une boîte internationale, donc tout était en anglais. Comme j'étais fatiguée mentalement, c'était un peu plus épuisant, même si je maîtrise bien l'anglais. Et, euh, et j'ai été mise de pair avec une senior qui était archi forte. En vrai, genre, vraiment, cette femme était incroyable. Mais du coup, ça me complexait de fou parce que je disais, bon, déjà, de base, elle était beaucoup plus senior que moi, mais elle était super intelligente, super active, de bonnes idées, rapidité de tout.
Et j'avais l'impression que je devais compenser derrière pour arriver à son niveau. Donc c'était très frustrant et bah, je me retrouve à retravailler un peu de mon temps libre pour essayer de montrer, au moins pendant la période d'essai, qu'on peut me faire confiance ou quoi. Et bah, je me suis remise un peu dans le mal et ça fait que j'ai fait pas mal de coquilles, mine de rien, à droite à gauche, parce que tout de suite, j'y suis allée trop fort, quoi. Donc ça a pas loupé, je me suis fait un peu taper dessus, quand taper sur le doigt gentiment par ma manager qui m'a dit, écoute, là, je vois que ça va pas trop, il faut améliorer ça, ça, ça. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais travailler là-dessus. Donc j'ai pu travailler là-dessus, il y a eu des choses où je me suis beaucoup améliorée en quelques mois, elle a vu la différence, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres choses que je n'arrivais pas à améliorer. Et alors, là, c'est assez ironique. Je me suis retrouvée à, en fait, me découvrir un TDA à ce moment-là. Et du coup, ça a fait de nouveau un gros coup au moral. Parce que du coup, je me suis fait diagnostiquer. Après, je leur en ai parlé. Ça n'a pas été très bien reçu. J'espérais que ça soit OK, mais puisque c'est des personnes assez ouvert sur beaucoup de sujets et tout, donc je me suis dit, ah, je peux y aller en confiance, et pas du tout, pas du tout, du tout. Finalement, c'était très validiste et le- on m'a même dit, mais du coup, tu vas faire quoi? Tu vas quand même pas continuer à faire ce métier avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire même? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? J'étais, oh waouh, c'est vieux quoi. C'est des questions que je m'étais même pas posées. Je me suis dit, bah écoute, en fait, un TDA, on est né avec, donc jusqu'à présent, ça n'avait pas eu d'impact. C'est le premier boulot où ça a eu un impact. Et encore que parce que le niveau était très élevé, que ma manager était très perfectionniste et que, en plus, bah, je sortais d'un burn-out et que je savais que dans tous les cas, j'étais pas au top de ma forme non plus. Donc, je peux excuser plusieurs choses, quoi. Après, j'avoue que c'est pas là où j'ai fait mon meilleur taf en soi dans ma carrière, quoi. Mais du coup, ça m'a beaucoup secouée. Et bah, j'ai refait une petite dépression parce que la nouvelle déjà était très dure à encaisser. Pour moi-même, ça a remis un peu toute ma vie en, en question sur beaucoup de choses, mais après, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et bah finalement, mon contrat ne s'est pas reconduit pour des raisons assez évidentes, mais qui n'ont pas été dites. Et en fait, c'est à peu près à partir de là que j'ai lancé mon podcast. Parce qu'en perdant ce job, je me suis dit, bah, en attendant d'en trouver un nouveau, je vais me faire un projet qui me fait du bien, quelque chose où je peux créer et je peux montrer que je peux produire quelque chose de qualitatif malgré tout. C'était, en fait, c'est un peu un alignement de plein de choses et ce qui devait être un projet entre deux boulots, en attendant, je trouve quelque chose d'autre. Finalement, pour l'instant, c'est un peu le projet où j'ai envie de faire mon activité principale. Je ne sais pas si naïvement c'est possible, mais on va voir où ça nous mène et j'ai envie de tester. Et si je le fais pas, je sais que je le regretterai. Mm. Et du coup, sur tes premiers arrêts de travail, donc pour vraiment le burn-out dans la première entreprise dont tu nous as parlé, le médecin t'a juste dit Ouais. arrêtez-vous et dormez. En fait, derrière, il n'a pas fait un plan tu vois, pour retrouver ton énergie. Il t'a pas conseillé d'aller consulter un psy. Il t'a juste dit dormez. Exactement. J'ai eu aucun accompagnement. J'étais absolument crevée, ce qui fait que même moi, je n'arrivais pas. Je savais qu'il fallait que je prenne rendez-vous chez un psy ou quoi, mais c'était trop dur à ce moment-là, ou même prendre l'ordinateur et essayer de trouver quelqu'un avec des... Ça paraissait insurmontable comme épreuve finalement. Et bah ouais, j'ai juste dormi finalement et j'ai rien eu d'autre. Et j'ai rien fait d'autre vraiment à côté. C'est un peu spontanément moi qui a voulu faire des choses pour essayer en me connaissant un peu, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour m'en sortir. Mais non, non, ouais, rien du tout. Hmm. Et quand tu nous as parlé du diagnostic de TDA, du coup, tu as été diagnostiqué à ton initiative ou comment ça s'est passé? Ouais, alors là aussi, sacré sketch. Parce qu'en gros, donc à la base, j'étais sur Lyon. Et sur Lyon, pour avoir un diag, il y a en moyenne 2 ans d'attente. Et encore qu'on ne veut même pas mettre des personnes sur le fil d'attente parce que c'est trop long. Donc en fait, j'avais commencé à regarder dans toutes les villes voisines et je suis allée jusqu'à Montpellier pour essayer d'avoir un rendez-vous.
Donc, j'ai fait plusieurs allers-retours à Montpellier. Vraiment, j'étais déterminée. Et ça a été très expéditif, en fait, hein. Même le psychiatre qui a fait mon diagnostic ne m'a fait aucun accompagnement. Il me disait, bah, je vous conseille ce blog, ce groupe Facebook, et c'est tout, quoi. Il y a ce livre aussi qui est pas mal. Et j'étais, waouh, ça fait beaucoup, en fait. Est-ce que je pourrais avoir un accompagnement et tout? Et il m'a dit, non, mais moi, je fais pas ça. Et tout de suite, il est prescrit des médicaments. Et j'étais, ok. Donc, c'était 2 séances et j'ai déjà ma Ritaline qui est prête, mais je sais même pas si je suis sûre de l'avoir ou quoi, quoi. Donc, c'était un peu spécial. J'ai pas du tout apprécié l'expérience. Mm. Mais du coup, tu avais voulu consulter, en tout cas avoir le diagnostic parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose, ou c'est autour de toi les gens qui te disaient ah, ça me fait penser à un truc que j'ai lu, etc. Non, c'est moi, en fait, quoi. En fait, ironiquement, j'ai un ami sur les réseaux sociaux qui avait publié quelque chose en décrivant un peu ce qu'il parcourait en tant que personne avec un TDAH. Et je me reconnaissais dans beaucoup de choses. Mais en fait, ironiquement, je pense que c'était un peu le cas de beaucoup de gens. Et du coup, en rigolant, je regarde un peu sur Internet ce que c'est. Et je me dis, oh waouh, c'est beaucoup moi finalement. Alors je sais que... Mais je me suis dit, mais ça peut être un effet Barnum, comme beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on reproche à ce trouble neuroatypique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'y reconnaissent, mais en fait, c'est un trop-plein de beaucoup de choses. Bref, c'est un autre sujet. Et en fait, je demande à mon compagnon, je lui dis, est-ce que toi, ça te fait la même chose? Est-ce que tu ressens ça à tel moment, tel truc? Il me dit, mais absolument pas. Ah, mais moi, je croyais que c'était basique pour tout le monde finalement. Et j'en parle un peu plus, et finalement, je rencontre même des gens qui en ont, enfin, qui ont cette neuroatypie, et on en parle, et je me dis, ouais, non, en vrai, ça a l'air d'être vraiment ça, et ça explique beaucoup de choses, et je le reconnais aussi chez ma mère, énormément. Et je dis, vu que c'est grandement génétique, bah, je me dis, bah, en fait, c'est quoi, héréditaire. Je me dis que ça doit être ça, quoi. Et ça explique beaucoup de choses depuis mon enfance. Donc, ouais. Et est-ce que rétrospectivement, tu penses que ça explique aussi, ou en tout cas que ça a joué un rôle dans le burn-out du coup? Ah, sûr, 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 sûr. Ah, c'est. Il y a beaucoup de choses. Et encore qu'aujourd'hui, je pourrais pas dire exactement. Je connais très très mal finalement ce trouble, ce que j'ai lu, mais je me suis pas encore trop trop plongée dedans. Euh, mais de ce que j'ai vu, c'est sûr, bah déjà, il y a l'angoisse quotidienne, il y a ne pas pouf, quoi. Moi, ça fait un peu bizarre pour certaines personnes, mais j'ai vraiment des voix constamment dans ma tête. En tout cas, ma voix qui pense à plein de choses en même temps et qui est impossible de se taire. Et du coup, oui, bah, ça va être beaucoup lié à mes préoccupations du moment. Et en plus, plus on a d'angoisse, plus les symptômes sont forts finalement. Et on se sent submergé de fou. Et il y a la paralysie parfois quand les choses sont trop dures, des choses comme ça. Donc, non, non, ouais, je pense que ça a beaucoup aidé. Après, je pense que n'importe qui, dans mon cas, neuroatypique ou pas, aurait fini en burn-out, c'est sûr. Mais ça a clairement pas aidé. Puis je pense le fait de pas exprimer aussi ce que je ressens clairement et de pas m'écouter, de pas. En fait, le problème c'est que inconsciemment, quand on est neuroatypique, quand on voit les gens faire des choses naturelles qui ne sont pas naturelles pour nous, on va se forcer à essayer de faire en sorte que on se dise bah il faut qu'on rentre dans le moule parce que c'est pas normal que moi je galère à faire telle ou telle tâche. Du coup, on a l'habitude de se faire un peu violence, mine de rien, pour, euh, pour paraître normal, parce qu'on se dit que, mais même, en fait, à la base, il n'y a même pas de question, c'est que ça a l'air tellement évident pour tout le monde qu'on se dit, bah, peut-être qu'eux aussi galèrent, mais que tout le monde fait l'effort, donc ça serait un peu égoïste de ma part de ne pas faire l'effort. Et du coup, ouais, ça met beaucoup de choses, quoi. Hmm. Et tout à l'heure, tu as dit, dans la première expérience que tu as partagée avec nous, il y a des choses pas agréables qui ont été dites. C'était des jugements sur ton travail, c'était des jugements sur ta personne, ou c'était, ça tournait autour de ça? Il y a un peu de tout. J'ai eu pas mal de remarques sexistes aussi. Sur le fait que bah, je suis une bonne femme, etc. Donc en plus, je suis dans la tech, donc on n'est pas beaucoup de femmes. Dans le bureau, franchement, on devait être, je pense,
peut-être 5 sur une quarantaine d'hommes, quoi. Genre, donc, c'est inconsciemment. Alors, ironiquement, donc, moi, je suis designer, donc je travaille avec des développeurs et des gens au-dessus, on va dire, même si officiellement, ils ne devraient pas être au-dessus, mais ça a été comme ça, notamment cette hiérarchie là-bas. Avec les développeurs, je n'ai jamais eu aucun problème. C'est des gens, au contraire, qui étaient là beaucoup pour moi, beaucoup dans le soutien, pas de jugement, adorables. Mais tous ceux qui pouvaient s'élever, on va dire, hiérarchiquement, c'était là où c'était le plus dur. Ouais. Aussi, il y avait beaucoup, beaucoup de politique. Et il y avait ce côté aussi où, ça, je le vois souvent, quand on est prestataire, c'est plus facile de s'attaquer à un prestataire qu'à un salarié en entreprise. Et du coup, je pense que j'ai pris aussi un peu à cause de ça. On va mettre la faute sur moi plutôt que sur quelque chose de... Pas sur quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise ou qui a déjà un poste un peu plus au-dessus et c'est lui qui a pris la décision, mais on va montrer du doigt la petite meuf prestataire là, qui sait pas dire non. Hmm. Donc, c'est plus facile. Hmm. Donc du coup, en gros, ce que tu décris, c'est qu'il y avait une entreprise où il y avait quand même beaucoup de situations complètement dysfonctionnelles, avec une charge de travail qui était sans commune mesure avec ce que quelqu'un pouvait fournir, et que ben, plutôt que de se dire on va revoir l'organisation pour que ça fonctionne, on va plutôt pointer du doigt une des rares nanas qui en plus est prestataire et finalement lui faire porter un peu le chapeau de ce qui dysfonctionne. Exactement. Mais en fait, en plus, cette boîte est assez ancienne et du coup, son mode de fonctionnement est très ancien aussi, si je peux dire. Donc, en fait, c'est une boîte où il y a énormément de monde qui faisait du burn-out, en fait. Moi, je pense que pendant que j'y étais, je crois que j'ai au moins 3 personnes, 4, avec qui je correspondais, on va dire, qui ont fait des burn-out. Et j'étais pas si longtemps que ça, j'ai été 6 mois. Donc, et, sur un an, à mon poste, il y a 4 personnes qui sont passées, quoi. Donc, ça veut dire beaucoup de choses, mais pas de remise en question. Et même si on soulève le truc, c'est pas moi qui choisis, c'est au-dessus, ça avance pas, quoi. Mhm. Et alors même que tu as alerté, en fait, ce que tu nous disais que tu avais demandé s'ils pouvaient recruter quelqu'un, tu avais alerté à différentes reprises et finalement, à aucun moment, tu as été entendu là-dessus. À aucun moment. Euh, il y a En fait, normalement, il y avait une personne qui était censée un peu être là pour m'aider. Et le seul conseil qu'il m'a dit, c'est je te laisse faire une réu et je te réserve la salle. Et j'étais bah non, en fait, moi je peux pas, j'ai pas le temps en plus de faire ça. Et c'est un peu notamment ton job de m'aider là-dedans. Et non, ouais, les managers ou quoi, il n'y a pas eu de. C'était assez froid envers moi et ouais, je me sentais pas écoutée et respectée dans ce job de toute façon. Donc, c'était compliqué. Hmm. Et quand le médecin t'a arrêté, en fait, il s'est limité aux symptômes de la fatigue. Alors que le burn-out, c'est pas que de la fatigue, c'est aussi de la perte de sens, de la perte de confiance en soi. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et est-ce qu'à un moment, tu disais que tu n'avais pas le courage de prendre rendez-vous avec un psy, mais est-ce que finalement, à un moment, tu as eu un soutien psychologique ou vraiment tu as géré cette période-là toute seule? J'ai vraiment géré ça toute seule. Parce qu'en plus, comme je disais, c'est qu'à l'époque, j'étais pas très bien payée. Donc, prendre rendez-vous chez un psy, c'était un coût que je pouvais pas forcément m'octroyer. Donc, ouais, j'étais consciente que j'avais besoin d'un psy, mais j'avais ni la force ni les moyens de le faire. Et ouais, et puis de toute façon, j'espérais un peu plus d'accompagnement aussi du médecin. Je dois avouer que je lui ai posé pas mal de questions et il m'a dit juste prends soin de toi, fais ce que tu sens qui est bon pour toi, écoute ton corps. Et bah, j'ai juste fait ça finalement. Et après, j'avoue que ça m'a un peu choquée parce que plus tard, vu que j'étais un peu dans le déni, je voulais pas forcément écouter d'autres témoignages sur le burn-out, etc. Mais après, j'en ai écouté et j'avoue qu'il y a beaucoup de personnes qui ont expliqué parfois le fait qu'il n'ait pas eu d'accompagnement, ça a énormément eu d'impact finalement sur du très long terme. Et c'est vrai que même moi, encore aujourd'hui, il m'arrive facilement d'avoir des coups de fatigue que je n'aurais pas eu avant. Et là encore, il y a 2 mois,
Au mois de juillet, j'ai recommencé à faire beaucoup de fatigue et je me suis dit, oula, je reconnais un peu mon état de quand j'ai fait mon burn-out. On va arrêter un peu ce que je fais. On va prendre le temps, on va respirer. De toute façon, c'est été et on reprendra en force. Mais au moins, le bon côté, c'est que maintenant, j'arrive beaucoup mieux à écouter mon corps, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, et de faire attention et apprendre à dire non. Hmm. Et tu évoquais aussi un sujet qui est hyper important pour les personnes qui ont fait un burn-out, c'était le rapport au travail, où tu disais en gros, je ne me reconnaissais de la valeur que par rapport au travail que je pouvais fournir. Et donc, le fait d'être inactif, par exemple, c'est quelque chose qui était très difficile à vivre. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ce chemin-là? Parce qu'avec le podcast, tu produis quelque chose, même si c'est pas ta source de revenus pour l'instant. Mais est-ce que ça équilibre ou comment tu vois les choses aujourd'hui? Bah, ça équipe pas vraiment. Je vois que je suis toujours la même personne. J'ai toujours besoin de produire. Euh, je pense encore plus que vraiment consciemment, c'est avant de venir sur ton podcast que je n'avais pas réfléchi à ce genre de questions, mais je pense que j'ai besoin de me prouver aussi que je peux réaliser quelque chose de bien, de qualitatif, ce qui n'était plus le cas ces dernières années. Mais du coup, voilà, je suis encore dans ce cercle un peu pourri de je ne vaux que ce que je produis finalement. Et si je sens qu'il y a un mois, j'arrive pas à produire quelque chose de qualitatif, ça va beaucoup me troubler et avoir un impact beaucoup plus énorme que ce qu'il ne devrait avoir. C'est pas grave, vraiment, c'est pas grave. Mais j'essaie de me détacher de ça parce que j'en suis un petit peu consciente, mine de rien. Mais c'est pas facile et j'ai l'impression que c'est encore trop fort dans mon identité personnelle. Et quand tu as pris le deuxième poste dont tu nous parlais, est-ce que quand l'entreprise t'a embauché, tu as évoqué le burn-out ou au contraire, c'est quelque chose que tu as gardé pour toi? Oh, je l'ai gardé pour moi. J'avais trop peur. Parce il y a vraiment aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je sens qu'il y a beaucoup de jugements là-dedans. Je savais pas qui était en face. Donc, comme pour le TDA, je pense que si je dois repasser des entretiens, j'en parlerai pas du tout. Parce que, il y a trop d'a priori là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, oh là là, elle est parle de clichés, mais c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est elle est faible, elle va peut-être rechuter facilement, est-ce qu'elle est capable de travailler? En plus, elle a en plus c'était quelques mois avant, donc si ça se trouve, elle est encore là-dedans, elle va nous faire n'importe quoi. Non, non, j'ai pas du tout évoqué. Mm. Et entre les deux expériences, du coup, entre les vacances et le temps d'arrêt, tu t'es arrêté combien de temps finalement? En tout et pour tout, presque, attends, presque 4 mois, Mm, 3 mois et demi, ouais. mm. Donc tu t'es arrêté 4 mois, mais en fait sans accompagnement psy, sans travail sur ce qui s'était passé avec le burn-out, etc. Et du coup, tu es rentré dans une nouvelle entreprise avec un niveau d'exigence, d'après ce que tu disais, qui était quand même super élevé, en particulier du fait de ta manager finalement. Ouais, c'est ça. Et même, bah, vu que c'était un très très gros groupe international, le niveau dans tous les cas était assez élevé sur pas mal de choses. Mais quand tu as été embauché, tu as bien été embauché à ton niveau réel. C'est, on t'a pas demandé d'être senior en arrivant dans l'entreprise et de tout maîtriser. Non, non, en plus, au contraire, on m'avait dit à l'entretien qu'on avait préféré moi plutôt qu'un profil plus senior parce que on préférait ma façon de travailler puisque j'avais fait des exercices et ils avaient bien aimé la façon dont j'attaque l'exercice, etc. et que c'est ça, mais malgré tout, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le niveau en soi de l'équipe était pas si élevé que ça au début. Puisqu'il y avait deux, trois juniors aussi dans l'équipe, mais c'est la personne avec qui j'étais en binôme qui était tellement forte qu'à côté, je pense que je faisais un peu pas le figure. Et aussi, je pense que j'avais des méthodes de travail qui étaient très différentes. En fait, j'ai très peu travaillé dans ma carrière dans des équipes de design. J'étais souvent la seule designer, ou à la limite, on était deux. Et du coup, c'était la première fois que je travaillais dans une équipe euh, aussi grande, si je puis dire. Donc, ouais, je pense que c'était un autre challenge aussi auquel j'étais pas habituée. Et c'est peut-être là aussi où il y a eu des petites difficultés parce que j'avais des visions très différentes des autres de comment prendre en main
un challenge, une tâche, quoi. Hmm. Donc du coup, 4 mois d'arrêt et tu te retrouves dans une situation qui était hyper challengeante dès le départ en fait. Entre les C'est ça. exigences de la manager, le fait que c'était une équipe et que tu n'avais pas forcément l'habitude, le fait que tu étais quand même encore fatigué de ce qui s'était passé, etc. quoi. Ouais. Ouais, ça a été assez dur, mais je m'en sentais capable. J'avais l'impression d'avoir assez pris de repos, si je puis dire. Et comme je disais, en fait, certes, j'appréhendais énormément, mais j'étais très contente de pouvoir de nouveau travailler, finalement, continuer à produire, donc, et je voulais me prouver que j'étais capable de faire ça toujours, et que je n'étais pas invalide, finalement. Ouais, c'est vachement fort comme mot invalide quand même. Mais c'est un peu exprès. C'est que moi-même, je me rendais pas compte avant tout ça à quel point j'étais inconsciemment très validiste dans tout ce que je faisais et ma vision de voir les choses. J'avais énormément de biais et maintenant que, bah, par exemple, dans les entreprises dans lesquelles j'ai annoncé mon TDA, je me suis rendu compte aussi de la violence des mots validistes que j'ai reçus. Et je pense que c'est super important de travailler là-dessus. D'ailleurs, c'est un peu quelque chose que j'aimerais un peu plus parler sur les réseaux sociaux et tout, parce qu'entre-temps aussi, je me découvre d'autres choses comme des troubles 10, des choses comme ça. Et, euh, et ouais, je me rends compte à quel point tout est validiste depuis le début. Et même quand j'en parle à ma famille, à mes amis, c'est super violent, mine de rien, en fait, ce qu'on va dire inconsciemment, sans vouloir faire de mal. En plus, la majorité des gens, je veux dire, ne sont pas validistes parce qu'ils pensent que parce qu'on est handicapé ou quoi, c'est horrible, mais ça l'est. Et ça m'a remis beaucoup de choses en question, vraiment énormément, et tant mieux. Et donc après cette dernière expérience, qui était quand même assez difficile, voire même un peu violente quand même, surtout la façon dont on a accueilli, je dis ça de façon ironique, ton TDAH, est-ce que t'as pris... Comment ça s'est passé pour toi? Tu t'es dit, je me repose, je veux plus entendre parler de travailler en entreprise, ou comment ça s'est passé? Ouais. Euh, Dans un premier temps, je me suis dit, je vais me reposer là, parce que entre mon burn-out, ma petite dépression suite à mon diagnostic, plus le diagnostic, ça faisait beaucoup pour moi. Plus aussi le fait d'être renvoyée pour ça, ça faisait beaucoup à appréhender. Je me suis dit, là, il faut prendre soin de soi. Et j'ai réalisé que vraiment, j'avais pas du tout envie de reprendre le travail dans ce que je faisais. Que maintenant, ça me fait même un peu angoisser à l'idée de si je dois retourner là-dedans, quand bien même c'est des postes où on est très bien payé, voilà quoi, c'est entre guillemets facile de gagner sa vie là-dedans. Ça, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans quoi. Et du coup, c'est pour ça que pour l'instant, ce que je fais sur les réseaux sociaux et avec mon podcast, j'ai pas vraiment de plan B, entre guillemets, de si ça marche pas, bah, mon plan B principal, c'est pas juste de prendre un job alimentaire plutôt que de retourner dans ça, quoi. Hmm, ok. Et donc du coup, le podcast, c'est ton activité principale aujourd'hui. Je vais essayer, quoi. Le podcast et tout ce que je réalise autour. Je pense qu'il y aura pas que le podcast, puisque bah, j'ai mes réseaux sociaux, j'ai des vidéos YouTube qui sont en cours d'écriture. Va y avoir plein de trucs. Donc vraiment, je sais pas trop. C'est un peu pas très bien organisé, mais je sais pas trop quoi en attendre. C'est un peu tout nouveau pour moi. J'ai eu des, deux, trois retours de personnes qui m'ont dit que c'était possible, quoi. Ils voyaient ça assez réaliste, que je puisse gagner ma vie avec. Donc ça m'a et qui sont dans le milieu. Donc ça m'a un peu, ça m'a fait plaisir entre guillemets. Après, clairement, ça va pas être facile et tout de suite, mais je me dis c'est pas grave si c'est 2, 3 années de galère, voire plus. On se donne à fond, on essaye à fond et on verra bien où tout ça, ça nous mène finalement. Et puis peut-être qu'en fait, ça va m'ouvrir aussi des portes auxquelles je n'avais pas pensé. Parce que d'ailleurs, j'ai vu que c'est le cas de pas mal de femmes qui ont
qui sont allées sur ton podcast, qui finalement, ce qu'elles ont fait un peu là-dessus, ça a ouvert des portes un peu inattendues. Et voilà, j'ai envie de voir où la vie m'amènera. C'est un peu quelque chose de constant dans ma vie. J'ai jamais fait des choses préméditées, si je puis dire. Par exemple, si j'ai fini UX designer, c'est vraiment le hasard. Et je me suis laissée guider par la vie. Et malgré tout, j'ai adoré ce métier, quoi. J'adore ce métier en soi. C'est plus tout ce qu'il y a autour qui me plaît pas. Et voilà. Ça me permet, moi, de me prendre la tête. On verra bien. Hmm. Et est-ce que tu continues le crochet du coup? Pas trop. J'aimerais bien, là. Mais là, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps de lancer cette activité, si je peux dire. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas pris de temps pour faire des choses pour moi. Mais j'aimerais bien, là, parce que justement, je pense que je force un peu trop. Je travaille un peu trop là-dessus. Hmm. Parce que tu disais tout à l'heure que en juillet, par exemple, tu avais eu un coup de fatigue, mais que cette fois, tu l'avais peut-être pas anticipé, mais en tout cas, tu avais posé des actions pour justement pouvoir te reposer et pas repartir à fond les ballons. Ouais, mais là, c'était repos sans être repos à 100%. C'est-à-dire que bah, je vais aller bouquiner des livres qui sont en rapport avec ce que je fais au travail. Je vais regarder des films et séries qui sont en rapport avec ça. Et c'est pas non plus vraiment se détacher de ce que je fais. C'est que j'avais l'impression que malgré tout, il fallait que je reste un tout petit peu active sur mon projet. Quand bien même, j'y vais beaucoup plus doucement. Bon, après, j'avoue, j'ai pas mal joué aux jeux vidéo. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Donc, j'ai pu jouer à un jeu que ça faisait longtemps que je voulais jouer. Et du coup, ça m'a fait du bien aussi. Hmm. Ok. Et du coup, on arrive doucement à la fin de cet entretien et je vais te poser la question que je pose à toutes mes invitées, si c'était à refaire. Si c'était à refaire, c'est un peu compliqué, mais je pense que il n'y a pas beaucoup de choses que je referais. Je pense que la seule chose que je referais vraiment, c'est me faire diagnostiquer beaucoup plus tôt de mon TDA. Pour tout le reste, mauvais comme bon, j'ai ça m'a beaucoup apprise et je pense que si j'avais été consciente de mon TDA depuis mon plus jeune âge ou j'en sais rien, ça, il y a beaucoup de choses qui auraient été différentes dans ma vie et je pense que ça aurait été plus facile aussi. Et voilà, parce que même encore aujourd'hui, je galère beaucoup par rapport à ça. J'ai pas encore, même au niveau des médicaments, j'ai pas encore le bon dosage ou des choses comme ça. Donc, mais il y a des moments où, quand je voyais que les médicaments marchaient bien pour moi, c'était vraiment, c'était assez miraculeux. Et du coup, je me dis, ah, si j'avais eu ça pendant longtemps, ça m'aurait vraiment facilité la vie sur tellement de choses. Donc, je pense que c'est la seule chose que je changerais. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps et ton témoignage, Camille. Mais avec plaisir, merci à toi, Sarah, de m'avoir donné la parole. Et, et merci pour ton travail parce que je trouve vraiment ton podcast très inspirant et ça m'a beaucoup fait du bien aussi parfois d'entendre d'autres témoignages qui m'ont donné la force sur des choses auxquelles je n'attendais pas forcément avoir besoin de force, mais du coup, Ok, bah écoute, merci beaucoup. Ça fait toujours très plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!